Bonjour à tous, vous êtes dans Dev Café, votre émission qui résume toute l'actualité autour du développement mobile. J'espère que vous allez bien, mais bien évidemment, vu que le week-end approche, j'imagine que c'est forcément le cas. J'ai eu le temps de vous concocter ce petit épisode juste avant de partir, donc rassurez-vous, ce ne sera pas des vieilles actus que j'ai ressorties de vieux cartons. Non, rassurez-vous, c'est bien de l'actu fraîche. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bon, maintenant, trêve de blabla, place tout de suite aux actus du jour. Si vous aimez les podcasts, vous connaissez très probablement Pocket Cast, qui est d'ailleurs mon application préférée, et ils se sont fait racheter par Automatic il y a déjà quelques mois, et c'est d'ailleurs la boîte qui gère notamment WordPress, et ils viennent d'annoncer que les versions Android et iOS des applications étaient disponibles en open source via la licence Mozilla, forçant à partager les modifications. Derrière cette décision, au final, Automatic ne prend pas vraiment de risque, car en réalité, ça repose sur un modèle payant, et l'essentiel des fonctionnalités fonctionne à travers un serveur, comme notamment la synchronisation de la lecture à travers plusieurs appareils. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à aller voir le code si ça vous intéresse. Si vous êtes sur Android, vous avez déjà probablement entendu parler de Winevine, qui est, je cite, une technologie propriétaire de gestion des droits numériques, ou plus concrètement des DRM, et c'est utilisé sur les produits Google, notamment Android, Android Télé et Chrome. Et on apprend ici que Google a contacté des éditeurs pour leur annoncer que le Winevine Content Decryption Module, ou CDL, on va l'appeler comme ça, sera plus simple, et celui-ci ne va bientôt plus fonctionner. Alors plus concrètement, le CDL actuel va être remplacé par une nouvelle version, et le délai est relativement court puisque en décembre, l'ancienne version, donc la version actuelle, ne fonctionnera tout simplement plus. A priori, ça ne concerne que la partie web, que les navigateurs, et principalement d'ailleurs sur Windows. Mais bon, je préférais quand même vous donner l'info au cas où pour que vous puissiez voir de votre côté sur les applis mobiles. OpenSilver, ça vous dit quelque chose? Ou alors peut-être plutôt Silverlight? Ouais, c'est plutôt le cas. Donc c'était en fait le concurrent à Flash que Microsoft avait fait dans les années 2010 et c'était tout simplement un plugin à utiliser dans les navigateurs pour permettre notamment de faire du C#. Et depuis 2021, la techno elle est complètement abandonnée par Microsoft. Mais c'est justement là où OpenSilver intervient et qui permet justement de faire renaître les anciens projets, voire même d'en créer des nouveaux, si certains sont même très perspicaces. Et pour cela, ça s'appuie sur Blazor, qui est d'ailleurs la techno que Microsoft a plus ou moins brandé comme étant le successeur de Silverlight. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a désormais plus besoin des plugins dans les navigateurs pour donc faire tourner du Silverlight aujourd'hui. Il y a une version 1.1 qui vient tout juste de sortir, et donc c'est moi à ce moment-là où j'ai découvert le projet, et du coup j'en profite pour vous le faire découvrir également, sachant que ce projet d'ailleurs est géré par une boîte française qui s'appelle Userware. Si vous utilisez GitHub, vous avez probablement déjà utilisé des tokens pour par exemple les donner à des CI, et le problème de ces tokens c'est que ça donne quand même pas mal accès à des fonctionnalités. Et la grosse nouveauté qui est annoncée juste ici, c'est que désormais vous allez pouvoir mettre en place des restrictions sur les tokens, donc des restrictions en termes de droit d'accès. Donc par exemple, vous pouvez limiter l'accès à un seul projet et uniquement un accès en lecture aux issues. Voilà ce qu'il fallait retenir des 4 premiers sujets, mais rassurez-vous, on continue avec les actualités en bref. Une nouvelle version stable de Flutter est disponible sous le numéro 3.3.5. Au programme, la correction classique de bugs, mais aussi de crash, dont le premier de la liste pourrait impacter de nombreuses applications en production. N'hésitez donc pas à faire la migration. Sur Android, il est possible d'utiliser ses propres modèles pour du machine learning et Google vient d'annoncer plusieurs nouveautés à ce sujet. D'une part, il n'est plus nécessaire d'embarquer TensorFlow Lite dans les applications puisqu'il est désormais distribué par l'intermédiaire des Play Services. Et d'autre part, les TensorFlow Lite Delegates sont aussi distribués par ce canal de distribution et permettent de déléguer les tâches de machine learning au matériel dédié. Et enfin, Google a annoncé qu'un programme d'accès anticipé pour l'Acceleration Service était ouvert et permet de tirer au maximum profit du hardware pour vos modèles TensorFlow. En parlant hardware d'ailleurs, la firme indienne Reliance vient d'annoncer un ordinateur sur Android et ciblant le marché d'entrée de gamme vu les spécifications techniques. Assez étonnamment, Google semble avoir aidé l'entreprise pour concevoir ce produit alors même que Chrome OS aurait probablement été plus opportun. C'est à n'y rien comprendre. Toujours sur la partie hardware, le créateur de la blockchain Solana avait annoncé un smartphone qui en tire profit sous le nom de Saga. Après quelques mois sans nouvelles, le projet est toujours en cours. Mais la société ne s'attend pas à des ventes mirobolantes puisqu'il serait heureux avec 25 000 unités. À titre de comparaison, les iPhones se vendent par dizaines de millions chaque année. Et enfin, pour conclure, voici une application au concept plutôt marrant. Plutôt que de mettre en place des simples timers dans les applications de bien-être numérique, Worklock force les utilisateurs à marcher pour déverrouiller les applications.
Avec la pénurie d'énergie qu'il pourrait y avoir cet hiver, il y a une bonne idée ici. Sur Windows 11, il est possible d'exécuter des applications Android via ce qu'on appelle le Windows Subsystem for Android, donc c'est le WSA, et on apprend via ce tweet que c'est disponible dans 31 pays, alors ça je vous l'avais déjà annoncé, et qu'il y a à peu près 50 000 applications qui sont compatibles, ça c'est aussi possible via l'Amazon App Store, et on apprend ici que le WSA est désormais disponible en version 1.0. Alors de mon côté, j'avais pu tester, mais honnêtement, c'était excessivement long. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si vous avez aussi ce problème, ou au contraire, est-ce que de votre côté, vous avez zéro problème de performance. Voilà, n'hésitez pas à me le dire si toi, bien évidemment, vous êtes sur Windows 11. On passe ensuite sur Android, où si vous utilisez un compte professionnel, vous avez la possibilité d'avoir d'un côté des applications personnelles et de l'autre des applications professionnelles. Et pour ça, il faut par exemple avoir un compte Google Workspace, ça vous permet de le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez finalement pas besoin d'avoir ce type d'email d'une manière générale, puisque l'application que vous voyez ici qui s'appelle Shelter, elle vous permet de simuler cet état, donc de simuler un compte professionnel. Alors le système, il est particulièrement pratique pour nos développeurs parce que ça permet d'avoir une application qui est disponible dans deux versions, où vous allez pouvoir tester avec un compte d'un côté et un autre de l'autre. Par contre, il y a une petite limitation, c'est que vous êtes obligé d'être sur la même version, que ce soit sur la partie perso et pro. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est quand même plutôt pratique pour la partie testing. Mark Russinovich est le directeur technique d'Azure chez Microsoft et le monsieur semble quand même avoir pas mal de temps libre car je trouve qu'il tweet quand même beaucoup. Et d'ailleurs, dans un ancien numéro de DevCafé, on avait parlé de lui puisqu'il avait déclaré qu'il souhaitait mettre fin à C et C++ pour privilégier Rust. Et il y a quelques jours, il a communiqué auprès de ses followers que Git n'était pas tout à fait à la hauteur selon lui, et plus précisément, il indique qu'il lui donne envie de s'arracher les cheveux, et il se justifie en disant que l'interface est pour lui inintuitive, voire même l'une des plus maladroites qu'il était obligé d'utiliser. Et j'en profite donc pour vous poser la fameuse question du jour, où je vous demande justement ce que vous pensez de ce gestionnaire de version. Alors, est-ce que vous êtes de son avis ou pas? N'hésitez pas à y répondre dans la partie communauté et éventuellement à mettre des petits commentaires. D'ailleurs, vous avez tout le week-end pour le faire, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou au contraire vous détestez, donc dans la partie communauté ou en commentaire épinglé. Et juste avant de se quitter, voici les résultats du sondage autour de Firebase, et voici donc enfin les résultats. Il en ressort dans l'ensemble que vous êtes en majorité enthousiasme, mais tout de même une bonne partie d'entre vous soit n'en a absolument rien à cirer, ou au contraire trouve que l'événement n'était pas à la hauteur. Et voilà, malheureusement, c'est le dernier numéro de la semaine, mais rassurez-vous, on se retrouve dès la semaine prochaine à mon retour, et d'ailleurs, le son devrait être largement meilleur, parce que bon, ici, il faut quand même reconnaître que ça résonne un tout petit peu. Allez, sur ce, pensez bien au like et à l'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait, et de mon côté, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis donc à lundi.